madame, nous venons vous voir à l'habitation La Salle. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Bonjour, bienvenue. Vous venez à l'habitation La Salle, qui est une ancienne sucrerie du XVIIe et qui a été entièrement réhabilitée par les Roms Saint-James. Voilà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un projet d'extension. Donc, ils avaient racheté un terrain à côté de leur plantation pour construire des chais. Donc, les chais, c'est les bâtiments où on entrepose les fûts de chêne pour faire le vieillissement du rhum vieux. Et c'est ce qui était prévu initialement. Et en découvrant, enfin en déboisant un petit peu, en nettoyant à la surface et en retournant la terre, ils ont découvert les vestiges de cette ancienne sucrerie. Et donc ils ont décidé de la réhabiliter en étant le plus fidèle possible dans l'état dans lequel était au moment de son fonctionnement. Alors, qui étaient les propriétaires de l'époque? Alors le dernier propriétaire connu, c'est monsieur Jacques-Guillaume Seguin de La Salle, donc d'où le nom de l'habitation La Salle, qui a racheté la sucrerie en 1786. Et depuis, il s'est passé du temps. Comment est-ce qu'on peut retrouver tous ces bâtiments? Comment ça s'est passé? Comment ils se sont organisés? Alors, comme je vous ai dit, effectivement, les travaux étaient initialement pour faire des chais. Il faut savoir que le niveau de la terre était quasiment au niveau des fenêtres. Les toitures s'en étaient allées depuis très longtemps. Et quand ils ont commencé à nettoyer, à faire les travaux, ils ont fait venir un groupe qui s'appelle les Compagnons, qui viennent de France métropolitaine et qui sont habilités à réhabiliter les vieilles bâtisses et qui ont le savoir-faire pour rétablir les bâtisses dans leur état d'origine. Une fois que ça a été fait, comment ils se sont organisés pour la répartition des lieux? Alors, ils sont suivis effectivement beaucoup d'archives, beaucoup de livres qui étaient sur l'histoire de la sucrerie en fait. Ils se sont basés sur ce qui était connu. Et depuis, ça a commencé à fonctionner. Il y a eu tout de suite les conditionnements, le personnel, le matériel pour faire venir tourner le moulin, etc. Alors oui, en fait ça a mis 4 ans pour réhabiliter la sucrerie et on a ouvert en septembre 2019. Malheureusement, on a été victime aussi de la crise sanitaire, donc nous avons dû fermer de nombreuses fois, faute effectivement à cette crise aussi et au manque de visiteurs. Mais on a eu effectivement le matériel nécessaire, on a fait venir un alambic pour le placer à la guildiverie, qui est l'ancêtre de la distillerie. Et voilà, on a eu aussi des fûts de chêne pour vieillir le rhum, mais tout ça était déjà anticipé auparavant et avait déjà été prévu avant la finalité des travaux. Et vous avez dit que vous avez commencé en 2019, donc avec la crise, là, comment ça s'est passé? Est-ce que ça reprend un peu? Alors c'est vrai que c'est très difficile puisque malgré le fait d'avoir fait sauter quelques mesures sanitaires, d'avoir l'absence du pass sanitaire sur notre site, c'est vrai que c'est difficile de retrouver une clientèle et des gens pour la visite. C'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée étant donné social que sanitaire. Donc l'attrait pour la sucrerie n'est pas celui qu'on attendait, c'est vrai. Mais il y a quand même des gens qui viennent nous voir, il y a quand même des visiteurs pour la sucrerie. Et ce qui me marque et ce qui est le plus important, c'est que quand ils ressortent de là, ils sont satisfaits, ils ont l'impression effectivement d'avoir un peu voyagé dans le temps. Est-ce que ce ne serait pas trop vous demander de nous faire une petite visite, madame? Bien sûr, avec plaisir, suivez-moi. Merci. Donc en fait, chaque bâtisse va être une étape qui va rentrer dans la production du sucre, mais il faut penser que c'était de manière artisanale et ancestrale. Là, vous avez vraiment le cœur de l'habitation, donc la sucrerie à proprement parler. Plus haut, vous avez la purgerie qui a été transformée en chai par les Roms Saint-James et l'étuve qui est juste à côté. La purgerie, c'est quand on fait presser ou... C'est ça en fait. La purgerie, c'est l'endroit après avoir coulé le sirop refroidi dans les formes à sucre. Nous allons recouvrir de terre, les arroser et les mettre effectivement à sécher dans la purgerie, enfin à dégoûter. Alors là, on va rentrer dans la sucrerie et je vais vous faire découvrir le processus de fabrication du sucre. Venez avec moi.
Alors nous avons regardé les méthodes de l'époque. Il faut savoir que nous avons une grande réserve d'eau, un bassin qui capte l'eau de la rivière Sainte-Marie, rivière que vous avez traversée en arrivant sur le pont. Donc cette eau va être redistribuée dans la sucrerie et va alimenter la roue que vous voyez juste ici. D'accord? Cette roue va faire tourner le moulin. C'est ce moulin qui va nous permettre de presser la canne. Donc qui permettait en fait à l'époque de presser la canne. La canne était pressée 2 fois. Et après, on récupérait ces pots, c'est ce qu'on appelle la bagasse et qui servait de combustible pour les chaudières. Alors ensuite, le jus était évacué par là, qu'on appelle le canal à jus, et qui était envoyé jusqu'aux chaudières. Donc la chaudière, elle est au bout et elle recueille. La première, on appelle la grande, recueillait effectivement le jus. Pressé arrivait directement dans la grande chaudière. Donc la grande recevait le jus tel quel, avec ses impuretés, avec toutes les fibres de canne. Et on venait avec une sorte d'écumoire de fortune, c'était un puits qu'on récupérait et qu'on perçait. Et on venait écumer et enlever les impuretés, filtrer le jus. Ensuite, avec une grande louche, pareil fait de puits, on prenait le sirop qui commençait déjà à chauffer pour le déposer dans la deuxième chaudière qu'on appelle la chaudière la propre. Donc, tout à fait. Celle-ci, on y ajoutait de la chaux et du sombre qui venait faire précipiter et récupérer les impuretés qu'on aurait pu oublier et on revenait écumer une nouvelle fois avant de le mettre dans la troisième chaudière qui s'appelait le flambeau. Donc, sous la troisième chaudière, le feu est encore un peu plus fort. Donc la concentration commençait, puisque un jus de canne c'est principalement de l'eau et du sucre. Donc à force de chauffer, l'eau va s'évaporer et donc on va garder le sucre, il va être une sorte de caramel en fait. On va caramel. Là il commence à se former en caramel. Voilà. Ensuite on prenait la louche, tout pareil, et on venait la mettre dans la quatrième chaudière. Donc on appelle le sirop. Donc là la concentration est encore plus importante et le sirop commençait à se former. La dernière chaudière du processus s'appelle la batterie, d'où le nom du sirop qu'on connaît tous, je pense, le sirop de batterie. Et donc, c'est devenu un sirop très épais, très visqueux. Et voilà. Tout à fait, c'était pour effectivement mettre le combustible, la bagasse, et pour pouvoir chauffer. Donc la chaudière qu'on a récupérée, elle était déjà dans cet état, et on a voulu vous laisser pour voir comment on fabriquait, enfin, comment la cheminée était. Donc ce sirop chaud était versé dans ce qu'on appelle le rafraîchissoir, juste ici. Donc c'était une chaudière un peu fraîche, et donc le contact, le choc thermique entre le sirop très chaud et le rafraîchissoir commençait le processus de cristallisation du sucre. Alors, une fois le sirop refroidi et qu'il commençait à cristalliser, on venait le verser dans des formes à sucre. Donc, on posait ces formes à sucre qu'on appelle les bouchoirs. Et donc, on venait boucher cette forme à sucre soit avec un bouchon de liège, soit avec un morceau de canne à sucre. Une fois rempli, on enlevait ce petit morceau de canne à sucre et ça permettait à l'excédent de mélange de s'évacuer et de laisser que le sucre. Donc, la forme, c'est bien le sucre. Tout à fait, c'est ça. Ce qu'on appelait des pains de sucre. Alors, là, le procédé est terminé. Pas encore. Il y a encore 2 étapes. Enfin, à l'époque en tout cas. À l'époque, il y avait encore 2 étapes. Maintenant, il y a 2 étapes.
qu'on appelait la purgerie. Donc il faut savoir qu'après l'étape on a versé le sirop dans la forme à sucre, on venait les placer ici, le sucre avait commencé à cristalliser, on allait le recouvrir de terre et l'arroser d'eau pour le nettoyer, on va dire, et enlever les résidus de mélange qu'on pouvait obtenir. Et on les mettait à la purgerie. Aujourd'hui, cette pièce a été transformée en chai par la distillerie Saint-James, effectivement, et vous pouvez voir de nombreux fûts qui sont en train de faire du vieillissement du rhum. Et comment on pouvait savoir que l'étape était bien faite, que c'était déjà au point? Est-ce qu'il y avait des prélèvements? Est-ce qu'il y avait quelqu'un comment est-ce que c'était? Je pense qu'il y avait peu de méthodes, peu de machines avant, tout se faisait à l'œil, donc je pense qu'il y avait effectivement le savoir-faire de l'homme qui permettait de déceler si le sucre était prêt ou pas à être envoyé à l'étuve. Parce que l'étuve, c'était la dernière étape qui permettait de sécher les formes coniques qu'on appelait pain de sucre. Donc le bâtiment qui est juste derrière moi, c'est l'étuve. Donc après le processus de la purgerie, on venait placer les cônes encore dans la poterie à l'étuve pour finir de sécher et terminer le processus de cristallisation avant d'être démoulé. Et à ce niveau-là, on pouvait juger qu'il est bon, tout à fait. Dès qu'on pouvait le démouler, on pouvait effectivement l'utiliser ou l'envoyer dans d'autres pays pour la consommation. Dites-moi, madame, pour la couleur du sucre, est-ce que la couleur vérifie ou indique que le sucre est prêt, ou est-ce qu'il y a un autre moyen pour l'avoir un peu plus clair, moins rouge, etc.? Alors la couleur du sucre va dépendre premièrement de sa matière première. Initialement, le sucre de canne et on peut avoir aussi du sucre de canne raffiné qui sera un peu plus clair, qui va tendre vers le blanc. Mais principalement, le sucre blanc provient de la betterave et qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément chez nous. Voilà. Nous allons rentrer dans une annexe de la sucrerie, la guilde d'Ivery, qui est en fait l'ancêtre de la distillerie. Alors, il faut savoir qu'initialement, le jus de canne servait principalement à faire du sucre. Et ce n'est qu'après que le rhum est venu, on faisait ce qu'on appelait du rhum de mélasse, donc avec les résidus de l'industrie sucrière. Donc, cette mélasse était distillée dans ce qu'on appelle un alambic charentais, qui a été créé par le père là-bas, tout à fait. C'est un alambic qui permettait de faire une double distillation. Donc c'était le même principe en fait que pour les chaudières. Donc on mettait le combustible juste ici, de la bagasse, du bois, ce qu'on pouvait avoir. La vinasse était placée dans l'alambic qui chauffait et qui, par le col de cygne, était récupéré par le réchauffement. Ici, cet alcool était réchauffé et renvoyé dans l'alambic pour le distiller une deuxième fois. Il repartait alors dans le serpentin sous forme gazeuse. De l'eau venait refroidir tout ça, donc on montait dans la cuve et on pouvait récupérer l'alcool sous forme liquide dans le robinet juste en bas. Attendez, l'arrivée d'eau c'était... Alors elle se faisait par en bas en fait et l'eau venait, de l'eau froide venait refroidir le serpentin et donc recondenser les gouttes d'alcool. Donc, si je comprends bien, la vapeur, c'était l'alcool proprement dit. C'est ça, tout à fait. Et les résidus étaient évacués par le robinet que vous voyez ici. Très bien. Avant de vous quitter, madame, pour Tigre Moon TV, nous vous remercions. Et puis, nous savons que vous allez nous offrir une petite dégustation. Donc, on vous suit pour la suite. Merci en tout cas. Merci beaucoup. De rien, c'était avec plaisir. Allons-y.
Et là, c'est la salle XO. Alors en fait, vous pouvez m'expliquer? bien sûr, en fait ce sont des rhums qui sont faits par le maître à déchets et l'œnologue BCG, donc c'est toujours le même procédé, et le même savoir-faire. Mais la particularité de ces deux rhums, c'est qu'ils sont faits uniquement avec les cannes de l'habitation natale. Donc les parcelles qui vendent le parking sont uniquement ces cannes qui nous servent à faire nos deux rhums. Sur la VSOP, ça va être des codes en fait au niveau de l'année de vieillissement. Donc sur la VSOP, on va être sur 4 et 5 ans. Et sur la XO, on va être sur un assemblage de 6 à 10 ans de vieillissement. Merci madame pour nous avoir reçus et nous avoir donné un bon moment de votre temps à Tigan-Moon TV. Nous vous remercions énormément et nous reviendrons probablement pour une autre visite. Mais c'est avec plaisir, de rien, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.